Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il aurait aussi prononcé cette phrase. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de mamadou. Là, on le découvre. Moi, honnêtement, je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin. La dette va être centrale pour, encore une fois, servir d'épouvantail. Il y a une grosse partie des gens qui veulent liquider l'État social. Ils n'ont pas réussi à le faire encore. Alors même que le bilan que nous connaissons, c'est le bilan quand même du libéralisme. C'est le bilan de Macron. Et on essaie encore de nous dire que c'est un problème de 40 ans de socialisme. Mais le socialisme, il a été au pouvoir entre 1980 et 1983, c'est tout. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de l'Instant Porcher de 2024. Et avec tous les discours qu'on a entendus autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. On ne change pas la formule. Le média est en pleine campagne de dons de fin d'année. Vous le savez, le journalisme indépendant a un prix. Nous ne sommes détenus ni par l'État, ni par un riche actionnaire. Nous ne vivons que par votre soutien. Chaque don, chaque soutien compte. Et il vous reste quelques petits jours pour soutenir la première chaîne d'infos indépendante de France. Ce projet fou n'est réalisable que grâce à vous. Et on vous rappelle que les dons sont défiscalisables pour celles et ceux qui paient l'impôt sur le revenu. Si vous donnez 100 €, cela vous reviendra à 34. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Avec toi aujourd'hui au programme, que retenir de cette année 2024, toujours plus mouvementée, et surtout que nous attend-il pour 2025 ? C'est parti. Si vous nous suivez depuis plusieurs années, vous savez que le dernier épisode de l'année de l'Instant Porcher permet de faire le bilan de l'année 2024 et surtout d'analyser ce qui nous attend pour 2025. Et tu t'es jamais vraiment trompé. Entre la dissolution, les différents premiers ministres, la chute du gouvernement historique ou un budget flou très divisé dont le projet macroniste était très inquiétant, il est temps de faire le point avec toi Thomas. Qu'est-ce que tu retiens en termes politiques, économiques surtout de cette année 2024 ? Alors en termes politiques, ça a été très clair. On a vu avec la dissolution qu'il y avait très clairement un trait d'union entre les libéraux et l'extrême droite. Et c'est ce que l'on voit partout dans le monde. L'élection de Trump, je veux dire même Trump de 2016, qui était déjà qualifié plutôt d'extrême droite, n'a rien à voir avec le Trump d'aujourd'hui. Le Trump d'aujourd'hui, c'est turbo-extrême droite. C'est-à-dire que tous les républicains, c'est-à-dire la droite classique américaine, elle n'est plus vraiment dans son gouvernement. Il a vraiment un gouvernement là qui est très, très extrême droite. C'est un peu le cas aussi de Javier Milei en Argentine. C'est un libéral, mais qui flirte avec l'extrême droite. Et on l'a vu chez nous aussi. Il y a eu cette dissolution. On a tout de suite vu qu'un certain nombre de gens préféraient quand même le programme du Rassemblement national plutôt qu'un programme de gauche. Et on voit bien même ce qu'est devenu le macronisme. En fait, le macronisme a énormément flirté avec les thèmes d'extrême droite, tant dans les politiques que même dans les propos tenus. Donc, pour moi, ça, c'est une vraie clarification. Parce que l'extrême droite n'est pas dangereuse pour le libéralisme, parce que leur programme ne remet pas en question l'ordre établi, quoi. Exactement. Vous avez vu quelqu'un comme Elon Musk, ça a commencé par la Silicon Valley, Elon Musk, le super entrepreneur, l'entrepreneur qu'on voudrait avoir en Europe. Et puis, il faudrait laisser faire les entrepreneurs, il faut laisser faire des gens comme ça. Puis là, on se rend compte qu'on a quelqu'un qui s'accommode très facilement des discours d'extrême droite sur l'immigration, qui veut vraiment finir avec l'État, qui va attaquer un certain nombre d'agences gouvernementales qui ont été mises en place après le 11 septembre, qui protégeaient le territoire. Et là, il veut s'attaquer à ça, exposant les populations américaines à possiblement des dangers d'attaques terroristes. Donc on a quelqu'un vraiment qui veut en finir avec l'État, comme Xavier Milei et comme un certain nombre de gens. En fait, il y a l'arrivée aujourd'hui d'un libéralisme relié à l'extrême droite qui veut liquider l'État. Et on se rend compte aussi que c'est un peu comme ça chez nous. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il a commencé avec la Startup Nation, et puis il finit à s'en prendre énormément à l'immigration, ce qu'on a lu dans l'article du Monde. On va en parler après. Donc on voit bien que quelque part, il y a une alliance finalement très ouverte à la Mélanie, à la Javier Milei, à la Trump, et avec Macron qui a placé ses premiers ministres, Barnier, Bayrou, qui sont des traits d'union entre la droite et l'extrême droite, des libéraux avec l'extrême droite, ce qui est une forme de clarification. Ce qui est une grande forme de clarification. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent le clivage gauche-droite est fini. On a d'autres clivages maintenant, et on a un clivage, pour moi, droite, extrême droite, qui est très clairement là. Et après, c'est la question de comment le reste de la classe politique se positionne vis-à-vis de ça. Comment s'annonce 2025 avec un Bayrou qui peine à former son gouvernement parce que justement un petit coin à l'extrême droite, un petit coup à gauche, alors que le programme de la gauche n'a rien à voir avec celui de Bayrou et de Macron, une assemblée très divisée.
il n'y a pas de majorité absolue et toujours pas de budget. Est-ce qu'on doit s'inquiéter là pour l'année 2025 ? Parce que tu sais, on entendait Elisabeth Borne dire tout va se couper, on n'aura plus de carte vitale. Alors ça, c'était vraiment pour créer un effet de sidération, on l'a déjà dit. Pour éviter de voter la censure. Voilà, tout à fait. Et on va avoir ce type de discours. Moi, je pense que la dette va être centrale pour, encore une fois, servir d'épouvantail. Alors, les agences de notation nous ont légèrement dégradés. La dette, elle augmente, c'est vrai. On a une dette qui a augmenté plus vite que certains de nos voisins européens, comme le Portugal et l'Espagne. Et donc, ça va être encore un épouvantail pour faire passer un certain type de politique. Mais il ne faut pas que les Français soient dupes. Et d'ailleurs, un dernier sondage montre qu'ils ne sont pas si dupes que ça, parce que, certes, la dette remonte dans leurs inquiétudes. Bon, en même temps, on en parle tellement. Enfin, on leur a dit quand même qu'ils allaient finir comme les Grecs. Parce qu'au quotidien, nous, la dette, quand on va faire ses courses... Non, on s'en moque. Mais là, à la télé, ils parlent tellement de ça en disant que le jour d'après va être catastrophique qu'il est normal que ça remonte dans les sondages. Le pouvoir d'achat reste quand même numéro 1. Je crois que c'est la 3e ou 4e, la dette. Mais quand on leur demande ce qu'il faut faire pour résoudre la dette, c'est ça qui est intéressant. La première des choses qu'ils veulent faire, c'est taxer les plus riches. Et donc, ce qui montre qu'ils ne sont pas dupes. Ils sont conscients de ce qui s'est passé les dernières années. Il y a eu une politique pro-riche de baisse de taxation qui a créé des inégalités, qui n'a pas eu les effets escomptés. Ils le voient bien. La deuxième mesure, et ça pour moi c'est probablement dû aussi quand même au bashing des médias, c'est le contrôle des dépenses des fonctionnaires des collectivités locales. Et le troisième, c'est augmenter l'impôt sur les sociétés. Donc sur les trois, là où on peut se réjouir en partie, je dis bien, c'est quand même qu'il y a 2 mesures de redistribution qui sont très claires, qui sont celles concernant les grandes entreprises, l'IS. Alors, moi, je mettrais de côté les petites entreprises. Je m'attaquerai surtout à... Parce qu'elles payent plus d'impôts que les grandes entreprises. Elles payent plus d'impôts des grandes entreprises et puis surtout, elles n'ont pas recours à des mécanismes d'optimisation fiscale. Et c'est surtout ça qu'il faut aller voir. C'est comment tu crées de l'optimisation fiscale pour ne plus payer d'impôts en France et le payer ailleurs et enrichir l'Irlande qui est en excédent, qui fait un très fort excédent budgétaire, qui représente grosso modo tout ce qu'ils nous ont volé à nous et aux autres pays européens d'impôts des sociétés. Donc c'est important d'aller voir ça. Et là, on voit que les Français aussi, ils se rendent compte qu'une partie de grandes multinationales gagnent toujours énormément d'argent, mais échappent à l'impôt. Donc on voit bien que quelque part, si la dette est un problème, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas un problème aussi grave qu'on nous le dit, hein, mais si c'est un problème, eh ben, ce sera sur des questions de redistribution majoritaire que les Français attendent des réponses. Quelque chose qu'on confond très souvent avec la dette, c'est le déficit public. On va beaucoup en parler en 2025. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut redresser les comptes de l'État, que ça va mal et qu'on fait un petit peu le parallèle, enfin les néolibéraux adorent faire ça, de faire le parallèle, de gérer l'État comme on gère, nous, notre porte-monnaie, parce que ça nous parle directement. Quand on est quelqu'un qui ne suit pas l'économie, on regarde la télé, on dit « Ah bah oui, il nous manque de l'argent, donc il faut dépenser moins pour gagner de l'argent ». L'État, ça ne se gère pas comme un porte-monnaie d'un ménage. Ouais. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'état des comptes publics ou pas ? Parce que même à gauche, on dit ah bah si, il faut reconnaître le déficit, mais il faut le régler autrement que parce que les macronistes proposent. Donc toi, quelle est ton analyse sur l'état des comptes publics français ? Il m'arrive souvent de faire des débats avec des gens qui alertent sur la dette publique dans des médias traditionnels, qui alertent, qui écrivent et qui toujours arrivent à la conclusion de toute façon qu'il faut s'attaquer à la dépense sociale, c'est-à-dire aux retraites, à l'assurance chômage, à l'assurance maladie. Quand on discute en off, je leur dis voyez-vous un scénario à la grecque ? La plupart des gens vous disent non. Honnêtement, la plupart des gens vous disent non. Certains vous disent qu'ils voient plutôt un scénario à l'italienne. Voilà, à l'italienne, c'est-à-dire une charge de la dette qui augmente et des débats sur la dépense publique et sur les réductions des déficits qui parasitent l'action politique et économique. Alors moi, quand ils me disent ça, je leur dis mais c'est déjà le cas depuis au moins 15 ans en France. C'est-à-dire depuis 15 ans en France, dès que vous voulez mettre le moindre euro quelque part, on vous dit « Ah, il y a le déficit, la dette ». On se souvient de Macron avec cette aide-soignante quand il lui a dit « On a besoin ». Voilà. Donc ça fait des années qu'on nous le sort, depuis le rapport Pébro sur la dette en 2006, un ministre qui nous disait qu'il ne veut pas laisser la dette dans le cartable des enfants alors que les enfants héritent plutôt d'un patrimoine que d'une dette en France. Enfin bon, il y a eu tous ces débats quand même sur la dette pour justifier des politiques d'austérité, parce qu'au fond, il y a une grosse partie des gens qui veulent liquider l'État social. Ils n'ont pas réussi à le faire encore. Ils ont réussi à mettre tous les services publics à l'os, parce que les services publics fonctionnent avec le minimum déjà, mais ils n'ont pas réussi à tuer complètement l'assurance maladie, complètement l'assurance chômage et complètement les retraites. Ils ont fait des réformes, mais ils n'ont pas réussi à les liquider. Et là, cette histoire de scénario à la grecque, ce serait le moment de faire comme les Grecs, de diviser les pensions par 2. C'est ce qu'ils ont fait en partie. Diviser les pensions de retraite par 2. Vous touchez 1 500, du jour au lendemain, vous touchez 700 €. Ce serait une façon de pouvoir s'attaquer vraiment. Et donc, il faut faire peur. Il faut faire peur pour que les gens acceptent les réformes. Mais quand on en discute vraiment, la vraie question, c'est imaginons demain qu'on soit encore dégradé par les agences de notation. Les fonds de pension
les assurances qui achètent notre dette n'ont pas le droit d'acheter des dettes qui sont déclassées. Donc les agences de notation auraient une pression à redéclasser encore plus nos notes, parce que sinon les fonds de pension vont avoir du mal. Ce sont les pays en déficit qui émettent des obligations et dont les fonds de pension achètent des dettes. Et quand vous regardez les pays les plus sûrs, dans les 10 premiers, vous avez un certain nombre qui sont en excédent budgétaire, donc ceux-là on les retire. Et en fait, on fait encore partie des 5-6 pays qui ont une dette sûre. Donc il y a tellement d'épargne que je ne vois pas, moi, où iront-ils mettre leur argent? Voilà. Donc la preuve en est aujourd'hui, c'est qu'on a eu quand même quasiment 6 mois d'instabilité politique et nous restons encore avec une espèce de mention très bien donnée par les agences de notation. Donc la dette, il faut la regarder, comme on l'a chaque fois dit ici, avec sérieux, regarder son évolution, mais il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. C'est ça. Et taper dans les retraités, taper dans l'assurance maladie, taper dans l'assurance chômage et taper même dans une partie des services publics, parce que le but, c'était quand même de faire des économies sur l'éducation, et ben pour moi, c'est un remède qui est pire que le mal. Là-dessus, il va y avoir aussi une forme de clarification. Parce que pour moi, ceux qui accepteront finalement ce débat de la dette, c'est très grave, etc. et tout, ils seront dans une forme de compromis qui pourrait amener après à la compromission sur les coupes à faire. Si la dette est un problème, allons chercher l'argent là où il est. Et il est dans ces grandes entreprises qui font de l'optimisation fiscale, il est dans ces très hauts revenus qui échappent à l'impôt. Et c'est là qu'il faut trouver de l'argent en priorité. Voilà. Oui. De toute façon, moi je l'ai dit plusieurs fois en 2024, donc vu que c'est le bilan, je vais le redire. C'est même pas une question de demander un effort aux plus riches, c'est juste pour l'instant une question d'équilibrer, dans le sens où les infimes plus riches paient moins d'impôts en proportion que les classes moyennes, qui, y a plus de consentement à l'impôt tellement ça pèse. Et puis, tu l'as dit, les très grandes entreprises, les grandes entreprises paient moins d'impôts que les PME ou les petites entreprises. Donc c'est important de rappeler ce truc en France, parce que je pense qu'on le redira jamais assez. Il faut le rappeler. Et une dernière chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que les entreprises, depuis 10 ans, ont été énormément gâtées. Les grandes entreprises en ont profité. Le CICE, la BSE, c'est notre première dépense, c'est l'aide publique aux entreprises. Et que la moitié du déficit s'explique par les baisses d'impôts. On ne pourra pas faire une politique qui reposerait massivement sur l'économie des dépenses publiques, parce que les retraités ne sont pas la cause du dérapage du déficit. La cause, c'est une partie du siphonnage des recettes publiques que n'a pas vu Bercy, visiblement, par d'autres pays européens, parce qu'ils ont fait des évaluations parfois de rentrées en milliards qui se sont avérées quelques centaines de millions. Donc là, il y a vraiment un problème il y a un trou dans la raquette, et le problème de baisse d'impôts qui n'a pas entraîné cette hausse de PIB qu'ils espéraient. Donc là, pour moi, l'année 2025, ce sera une clarification politique en premier lieu. C'est-à-dire que là, ça va être la disparition d'un espèce de bloc central, libéral et sympathique qu'on nous a présenté pendant des années. Tu peux être libéral et en même temps être super sympa. Non, le libéralisme, finalement, il s'accommode très facilement de l'extrême droite. Donc ça, c'est la première clarification. Et la deuxième, ça va être au niveau de ce budget à trouver. Il ne va pas falloir céder. Il ne va pas falloir céder à la peur de la dette. Parce que si on cède à la peur de la dette, oui, donc il faut vite couper dans les retraites. C'est ça qu'ils veulent nous dire. Non, si la dette est un problème, on va en discuter et on va aller chercher l'argent là où il est. Justement, tu disais d'une année de clarification. Emmanuel Macron, en 2017, c'était vraiment je suis économiquement de droite, mais socialement de gauche, vive le mariage pour tous, etc. Il y a une enquête du Monde qui est sortie il y a 1 ou 2 semaines qui raconte que Emmanuel Macron et son équipe à l'Élysée parlaient de cage aux folles quand Gabriel Attal, ouvertement homosexuel, était Premier ministre. Il aurait aussi prononcé cette phrase face à Aurélien Rousseau, qui était son ministre de la Santé à l'époque. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de mamadou. Et pour qualifier Marine Tondelier ou encore Lucie Castet, il parlait de cocotte. Est-ce que c'est ça un peu la face cachée? Parce que dès qu'on regarde 2017, on savait que ça finirait comme ça. Mais est-ce que c'est ça la face un peu du libéralisme? Est-ce que c'est ça son vrai visage? Là, on le découvre. Moi, honnêtement, je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin. Effectivement, je voyais qu'il était prêt à n'importe quelle alliance. Économiquement, je savais que ça allait arriver là. Ça, j'en étais sûr. C'est-à-dire que j'avais écrit ce livre avec Frédéric Farah qui s'appelait « Introduction inquiète à la Macron-économie ». Et on savait que ça allait arriver à ça. C'est-à-dire une augmentation des inégalités et pas une relance très forte, pas de l'innovation comme il a dit. Je savais que tout ça, c'était du vent. Ça, je le savais. Après, je ne pensais pas que sur la partie sociétale, Macron allait faire une telle dérive.
Je ne pensais pas du tout. Et là, je suis assez impressionné parce que ça va de plus en plus loin. Alors, il y a eu la loi immigration, il y a eu tout ça, mais alors là, on va vraiment... Il y a eu des postures très coloniales pendant son mandat. Des postures très coloniales. Il y a eu cette blague qui avait été faite... les Kwassa voilà, qui ont pêché les Comoriens. Etc. Il y a eu la façon de parler à ce président africain en disant « tu vas éteindre la clim ». Il y a eu quand même des choses qui montraient qu'il y avait personnellement un comportement qui était limite sur ces questions-là. Mais là, je ne pensais pas que ça allait dériver aussi loin, mais au final, c'est ce qui se passe dans le monde entier avec tous les libéraux. Et donc ça ne m'étonne pas trop. Après, moi, je repense quand même à tous ces gens qui ont soutenu à un moment ce président et qui ont été complaisants, même des journaux qui se classent plutôt à gauche. Le char déjeuner avec Macron à la Pride à Paris, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà. Et donc là, on voit bien finalement ce qu'il est. Et c'est dommage que des gens n'aient pas eu une pensée un peu contracyclique à un moment sur le personnage qui était Emmanuel Macron. Mais rappelons-nous quand même qu'il avait rendu visite quand même à M. De Villiers à l'époque. Vous vous en souvenez, au Puy du Fou, et que ça annonçait quelque part qu'il y avait une forme de perméabilité à ce type de discours. Justement, au niveau mondial, tu en as un peu parlé du Trumpisme qui s'épand un peu partout, d'ailleurs en France aussi, où toi, en tant qu'économiste, tu as du mal à montrer les chiffres, etc., parce qu'on est un peu dans une ère de post-vérité où, quand on voit Elon Musk avec Twitter ou le nombre de fake news, etc., quels sont les défis qui nous attendent au-delà de l'extrême droitisation du monde? On a aussi les guerres, l'énergie, etc. Au niveau mondial, est-ce que économiquement, qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui fait pas peur? Alors ça va être très compliqué parce qu'on a peut-être, on a quand même des figures qui, encore une fois, veulent s'en prendre à l'État, qui émergent un petit peu partout, des figures un peu très populistes, avec des idées très rapides, toutes faites, et qui trouvent un certain écho dans les populations, notamment dans les populations qui ont perdu ces 30 dernières années avec la mondialisation. Mais on ne leur trouve pas de solution directe, en fait. Les solutions qu'on leur donne, c'est des solutions où tu payeras moins de taxes, tu payeras moins d'impôts, où on va te retirer tant d'immigrés, donc ta vie fonctionnera mieux. Donc je pense que là-dessus, il va falloir trouver un discours de contradiction. Alors là, il y a un débat. Certains se disent qu'il faut un discours qui soit pas trop radical et qui puisse rassembler un certain nombre de personnes un peu au centre-gauche, à la gauche, ce qu'a voulu faire Kamala Harris, comme le faire d'autres aussi. Hein. En France, oui, il y a le projet du PS. Enfin, il y a une partie du PS qui veut... Il y a des discussions pour trouver un candidat qui rassemblerait. Et puis, il y en a d'autres qui veulent faire une bataille vraiment d'idées très franche avec programme de rupture, contre-programme de rupture. C'est vrai que ces dernières années, les gens ont réussi à faire passer l'idée que l'impôt était un problème, qu'il y ait plus de liberté, ça allait rendre la vie, plus de liberté économique, allait rendre la vie plus simple à d'autres, alors même que le bilan que nous connaissons, c'est le bilan quand même du libéralisme. C'est le bilan de Macron. Macron, c'est quand même là. Et on essaie encore de nous dire que c'est un problème de 40 ans de socialisme. Mais le socialisme, il a été au pouvoir entre 1980 et 83, c'est tout. Hein. Après, c'était fini. Hein. C'était le tournant de la rigueur. Hollande, ça a duré, on va dire 6 mois d'un socialisme bon teint. Puis après, on est passé au CICE, à la politique de l'offre. D'ailleurs, quand les gens vous disent, les chefs d'entreprise vous disent il y a eu 10 ans de stabilité, ils comptent Hollande dedans. Hein. Oui. Donc finalement, c'est l'échec du libéralisme. Mais les gens ne sont pas dupes quand même. Tu l'as dit. Moi, je vais vous dire deux choses. Ça, c'est mon point de vue personnel. Il n'est pas encore complètement abouti. Mais je pense qu'il faut revenir à une partie d'idéologie sur certains points. Parce qu'en face, ils ont une vraie idéologie. Et nous, il faut qu'il y ait une idéologie qu'on peut appeler de gauche ou autre chose que vous voulez. Mais une idéologie sur certains points. Voilà, redistribution, meilleure répartition des richesses, sur le libre-échange. Il faut une idéologie qui soit très stricte et qui permette à chacun d'avoir une colonne vertébrale sur des thèmes importants. Et vraiment, je finis en disant que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. On peut parler de tout, en fait. On peut parler de tout, mais dès qu'on touche au gâteau, là, les gens, c'est fini. Et on l'a vu, encore une fois, la dissolution. On l'a vu. Et on l'a vu avec l'association des milieux d'affaires avec Javier Miller. C'est-à-dire que dès qu'il y a le gâteau, là, on est prêt aux pires concessions. C'est ça, c'est tout. Donc, nous, il faut qu'on ait cette espèce de colonne vertébrale sur une autre forme de créer le gâteau et de le partager ensuite. Merci Thomas.
Et merci à vous chez vous d'avoir suivi ce dernier épisode de l'Instant Porcher de l'année 2024. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleuses et travailleurs qui produisent de l'information au quotidien. Et vous le savez, le journalisme indépendant a un prix pour mener la bataille culturelle, on vient d'en parler. Nous ne sommes détenus ni par l'État, ni par un riche actionnaire. Le média est en pleine campagne de dons de fin d'année. Nous ne vivons que par votre soutien. Chaque don, chaque soutien compte. Soutenez la première chaîne d'infos indépendante de France. Et il vous reste quelques petits jours. Je rappelle que les dons sont défiscalisables. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à l'année prochaine.